Salut tout le monde! Donc, c'est aujourd'hui finalement que je fais la tant attendue capsule concernant les garderies. Par où commencer, comment faire, quoi chercher, comment faire comme parent pour aider son enfant, c'est toutes des questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui et le tout de façon très neutre. Le but ici, c'est pas de prendre parti pour quelque façon de faire que ce soit, mais c'est vraiment de vous proposer de l'information pertinente pour vous aider justement dans cette grande étape de la vie de votre enfant et de la vôtre du coup. On commence. Donc, pour débuter, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sans l'avoir vécu, parce que par choix, j'ai choisi de rester à la maison avec ma fille, je le sais que c'est une vraiment grande étape, oui, pour votre enfant, un peu naïvement dans la mesure où il est un petit peu petit pour se rendre compte de ce qui se trame, mais pour vous, les mamans et les papas qui sont à la maison, c'est une grande décision, c'est une grande étape que de trouver un milieu dans lequel votre enfant va s'épanouir environ, on parle d'environ quand même 40 heures par semaine. C'est littéralement comme un emploi à temps plein dans un milieu qui n'est pas votre maison, qui est un peu hors de votre contrôle dans le sens où vous allez devoir trouver un espace, un endroit dans lequel vous êtes super en confiance pour y laisser votre enfant. Et là, c'est ce que je vais répéter. Vous devez vous sentir en confiance comme parent. Je sais qu'on est dans un contexte assez particulier, on va le dire, c'est carrément la pénurie des places poupons. Mais de grâce, ne sautez pas sur la première place venue. Donnez-vous la chance de rencontrer les gens, de visiter le milieu. On entend des histoires douteuses sur les réseaux sociaux que des gens comme pas accès à la visite de la demeure. Vous bannissez ça immédiatement. Donnez-vous l'opportunité, donnez-vous le privilège, puis gardez-le, vous y avez droit de rentrer en contact, puis de poser des questions. Puis là, je le sais qu'à prime abord, on va être porté à poser des questions sur la façon de travailler, mais c'est pas nécessairement ce qui est à priori dans le sens où ce qu'on cherche d'abord, c'est un contact de cœur à cœur, de tête à tête, pour créer un climat de confiance et de communication optimale. Parce que dites-vous que si ça ne fonctionne pas entre vous, votre enfant va le sentir d'une façon ou d'une autre. Donc, première chose à garder en tête, c'est de développer une relation de confiance avec une personne. Et tout ça, c'est indépendant à savoir si elle est privée, reconnue, non reconnue. Name it, c'est vraiment ce qu'il faut que vous gardiez en tête en premier. Premier point que je vais clarifier avec vous, c'est qu'au Québec, il y a deux grands systèmes pour gérer les milieux de garde. Il y a soit le système public, donc les places qui sont à contribution réduite, là on parle de 8 et 25 $ par jour, ou encore le système privé, pardon. Comment ça fonctionne? Les deux choses, c'est deux façons d'offrir des services de garde, que ce soit en service, en installation, ou encore en milieu familial. Et c'est la même chose du côté privé. Il y a des installations privées, puis il y a des milieux de garde qui sont privés. La grande différence pour vous, c'est vraiment au niveau de ce que vous allez donner par semaine pour bénéficier des frais de garde. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'abord, les éducatrices sont payées par le 8 et 25 que vous payez et le gouvernement vient combler leur salaire par en arrière, c'est la façon de faire. Puis pour le système privé, c'est que vous payez l'entièreté du salaire de votre éducatrice et c'est à vous de faire une demande de retour anticipé pour recevoir un montant mensuel. C'est sûr que selon vos revenus, le moins cher va toujours être les services reconnus. Toutefois, à partir de là, il existe des super bonnes éducatrices des deux côtés. Peut-être que ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est que là maintenant, il y a une nouvelle loi qui est encore beaucoup plus la pratique privée, sauf que vous êtes en droit d'exiger des papiers, par exemple, d'exiger un formulaire pour lequel vous attestez que vous acceptez une entente de service avec une éducatrice qui n'est pas reconnue, le cours de RCR, le cours d'AMAPAC, c'est toutes des choses qui sont obligatoires au milieu privé. Fait au-delà du fait que c'est pas régi par le gouvernement, ça fait pas que c'est des milieux qui sont de moins bonne qualité. C'est vraiment important à prendre en considération. Puis, peut-être le point que je peux vous dire de façon encore une fois très neutre, c'est sûr que si vous avez des horaires atypiques qui font en sorte que vous avez des vacances hors normes, vous allez toujours être mieux d'aller vers des installations considérant que ça c'est ouvert à l'année. Tu sais, une éducatrice comme moi qui est à la maison, elle est libre de prendre ses congés quand elle veut, fait que c'est peut-être quelque chose, puis les horaires aussi, c'est moins flexible. Ça peut être un point à prendre en considération dans votre décision, savoir si ce que vous recherchez c'est une installation ou un milieu familial. Mais sinon, ce que je tiens à répéter, c'est que des bonnes éducatrices, il y en a partout, puis des moins bonnes éducatrices, il y en a partout aussi. Ça ramène au premier point que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est de prendre le temps d'établir une relation de confiance avec la personne. Donc maintenant que vous avez réfléchi à savoir si vous préfériez un milieu familial ou une installation, ou encore si vous êtes ouvert aux deux milieux, c'est là que vos recherches vont commencer. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, encore une fois, avec le contexte vraiment spécial, la plateforme 0-5 ans
inscrivez-vous-y dès que vous êtes enceinte, là, vous n'avez rien à perdre à ce niveau-là. Quand j'ai fait des stories sur Facebook, j'ai eu des beaux retours de responsables d'installation qui m'ont dit « Oui, mais Marie-là, on est obligé de passer par là, sous peine d'amende. » Puis j'ai comme fait « Ah, ouais! » Puis tu sais, c'est vraiment hands down, genre bravo à toutes celles qui travaillent de façon éthique et qui s'en tiennent au règlement, parce que malheureusement, c'est vraiment pas comme ça partout. D'expérience personnelle avec mes amis proches, il y en a beaucoup qui, à force d'appeler, ils ont eu des places sans attendre le retour d'appel à cause qu'ils étaient sur la place 0,5 ans. Fait que je suis comme vraiment mal à l'aise. Vous vous inscrivez, oui, à la place 0,5 ans, mais appelez quand même parce que c'est un peu une loterie, puis c'est vraiment plate, puis c'est vraiment pas fair actuellement pour tout le monde. Puis en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'enseigne plus. Le système n'est pas juste et équitable. C'est pas tout le monde qui est à chance égale. Puis c'est malheureusement la même chose pour les places en garderie. Vous serez pas privilégié parce que vous avez des jumeaux, des triplés. Ça fonctionne pas comme ça non plus. Fait que c'est vraiment un beau casse-tête. Puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller voir les groupes Facebook. Il y a plein de groupes SOS garderie. Il y en a plein, là, des endroits où les éducatrices vont aller publier leurs places vacantes. Où vous pouvez écrire votre demande avec une photo de votre enfant puis dire qu'est-ce que vous cherchez. Fait qu'il n'y a pas de miracle à ce niveau-là, malheureusement. Je suis désolée. Je sais que c'est une question qui est revenue beaucoup quand j'ai fait le questionnaire, le sondage. Puis, si vous avez des contacts, c'est vraiment le fun. Sinon, ben, on se croise les doigts. Puis le meilleur conseil que je peux vous donner, OK, vu qu'on est dans un contexte où les éducatrices peuvent choisir leur famille, c'est d'avoir un plan B ou un plan C. C'est d'avoir un plan si jamais on doit vous appeler pour vous dire que votre enfant est malade. Vous pouvez pas répondre, je peux pas aller le chercher, ou je suis loin, ou ça vous prend un plan B. Quand on signe un contrat comme éducatrice, on s'engage à donner notre 100% à tous les enfants dont on a la responsabilité. Malheureusement, si on a un enfant qui file pas, ça devient impossible de remplir notre partie du contrat, puis c'est pas juste. C'est normal aussi, puis c'est un raisonnement des fois qu'il faut avoir d'un autre niveau. Un service de garde, c'est bruyant, c'est animé, c'est intense, c'est des aussi grosses journées que vous avez au travail, sinon plus pour des jeunes enfants. Fait que dites-vous que si une journée si vous rentrez pas travailler parce que vous êtes inconfortable, puis vous décidez une humeur similaire à vos enfants, ben ça se peut qu'il n'y ait pas sa place cette journée-là à la garderie. Moi, ce que je dis aux parents, c'est que si l'enfant ne suit pas le groupe, il est renvoyé à la maison. Fait que ce soit les dents, que ce soit des mots quelconques. Si l'enfant ne suit pas la gang, ben c'est comme à l'école, il est renvoyé à la maison. Fait que je vous le dis, le critère numéro 1 qu'il faut que vous ayez sous la main, c'est d'avoir un plan B ou un plan C. Puis souvent, ce qu'on va dire, c'est pas vous, là, c'est pas les parents, les plans A puis les plans B. C'est quelqu'un de l'extérieur ou en tout cas une entente claire et explicite avec votre conjoint, à savoir, ou votre conjoint, comment qu'on gère ça si jamais l'enfant est malade, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pris en considération pour les étudiants. Donc, quand vous allez commencer à aller visiter des milieux, j'ai comme relevé une petite liste de choses que vous pouvez observer. Puis là, c'est ici que ça va être un peu plus personnel à moi, sauf que ça demeure toutefois général, ok? Je vais prendre des termes plus pédagogiques, mais je vais vous les vulgariser de toute façon. Ce que j'ai envie de vous dire pour commencer, c'est que c'est sûr que tous les milieux ne sont pas Pinterest, ok? Opérer un service de garde, non seulement c'est pas tellement payant, excusez-moi, c'est ça, mais c'est vrai, c'est quand même beaucoup de dépenses, puis dites-vous que la qualité de votre milieu ne dépend pas de son décor, ok? Je sais qu'il y a des critères de base, tu sais, comme la cigarette, les odeurs, les tapis, ça c'est correct, c'est comme une base. Sauf qu'à partir de là, cherchez pas des milieux Pinterest pour faire votre jugement. Une excellente éducatrice peut être dans un milieu hyper coloré, full stimulé, puis une mauvaise éducatrice peut être dans un décor Pinterest. Faut aller plus loin que ce que vous allez voir. Encore une fois, il faut aller chercher la chimie, la relation de confiance entre vous et l'éducatrice. Donc, moi, sur quoi je base mon approche pour animer mon quotidien avec les enfants, c'est vraiment de garder en tête que je veux les amener près à l'école. OK? Fait que pour faire ça, moi, j'ai sorti mon guide. Puis, quand on arrive au préscolaire, il y a différentes sphères développementales qui sont observées puis qui sont travaillées, en fait, pour amener les enfants à se développer sainement. Donc, je vais vous les dire globalement, rapidement. Puis, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'en reparlerai plus précisément plus tard. Donc, une des sphères, un des éléments qui va être mis en pratique au préscolaire, c'est celle de communiquer. Fait que c'est là où on rentre dans le langage. Naturellement, le 0-5 ans, c'est une période qui est cruciale pour le langage. J'ai pas besoin de vous le dire. Donc, à partir de là, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant dans le milieu de garde. Tu sais, votre éducatrice, là, dites-vous, elle va le travailler, le langage de votre enfant, ne serait-ce que par ses interventions directes à elle avec lui, mais aussi avec l'expérience du groupe, ça se travaille naturellement. Ensuite, on a la capacité à interagir harmonieusement avec les autres. Donc, c'est la capacité de se faire des amis, de rentrer en contact, d'établir une relation, de gérer un conflit. C'est des apprentissages
généraux pour lesquels on va travailler en atelier par en dessous. OK? C'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. Après ça, si on continue, on va parler d'agir sur le plan sensoriel, agir sur le plan moteur. Fait que quand on parle de motricité globale, c'est de sauter, de courir, de bouger en grand mouvement, mais c'est aussi d'aller dans la motricité plus fine, de tenir un crayon, de manipuler, de verser, de transverser, de jouer avec les mains, justement pour travailler les petits muscles et les réveiller comme il faut pour qu'ils soient prêts plus tard à accomplir des tâches motrices plus complexes comme celle de tenir un crayon. Si je continue, on parle aussi d'affirmer sa personnalité et ça, moi, je pense que c'est ma préférée, c'est d'apprendre à se connaître et à affirmer ses goûts au quotidien. Des fois, de ne pas se laisser toujours influencer par le milieu pour pouvoir prendre ses décisions, c'est quelque chose d'hyper précieux parce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils ne soient pas influençables, c'est qu'ils se fassent assez confiance pour prendre leurs propres décisions sans tenir rigueur de ce qui passe autour. C'est quelque chose qui est super important. Sinon, ce que je vous avais pris en note, excusez-moi, de construire sa compréhension du monde, ça va un petit peu ensemble, selon moi, c'est vraiment de se questionner, de s'ouvrir à des nouvelles connaissances, la culture générale, de se faire des propres idées, de revenir pour les modifier, pour les améliorer. C'est quelque chose qui se travaille bien avec les enfants. Puis là, je le sais, que c'est des grands mots puis des grandes phrases, sauf que concrètement, c'est ça qui va se traduire par un bricolage, par exemple, par un atelier en plein air, par une activité qu'on va parler des émotions. C'est vraiment toutes des idées comme des sous-activités qui vont aller travailler de façon directe et très claire, différente de ces sphères-là. La dernière sphère que je vais vous parler, c'est de mener à terme un projet. Ben, la phrase la plus simple pour vous synthétiser ça, c'est de terminer quelque chose qu'on commence, hein, de persévérer. Puis je pense que c'est le mot-clé du système scolaire, la persévérance. Donc, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à travailler avec les enfants. Fait que, sans vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut que vous cherchiez, bien, dans vos discussions avec les éducatrices que vous allez rencontrer, vous allez vous en rendre compte. Ça a une vision globale. Tu sais, je veux dire, moi, par exemple, dans mon milieu de garde, là, ça me dérange pas de mettre les enfants devant la télévision un petit 20 minutes par semaine ou 2 fois par semaine parce que je sais qu'ailleurs, je vais tellement les chercher. Puis, tu sais, moi, j'ai un milieu familial parce que personnellement, je veux ça, la proximité, ça, c'est mes valeurs à moi profondes, là, ce que je veux. Puis, qui sentent un petit peu à la maison, à la gardeau, ben c'est correct aussi. Tu sais, arrivez pas avec des X en tête parce qu'une bonne éducatrice, c'est comme plus qu'une personne, c'est plus qu'un décor. C'est vraiment au fond de son cœur, qu'est-ce qu'elle veut. Si une personne aime tellement les enfants, généralement, ça va bien. Chose que j'ai envie de vous dire aussi qui est intéressante à observer, c'est les repas. OK? Puis pas parce que, moi, il faut que ce soit, tu sais, mettons, végé, bio. Vous avez droit à ça, là. Mais c'est pas ça le point. Mais tu sais, par exemple, tu sais, des hot dogs à toutes les semaines. T'sais. Puis moi, mes parents me le demandent pas parce que la relation de confiance est tellement ancrée que genre, ils le savent, là, t'sais, moi c'est naturel. Sauf que c'est quand même, en tout cas, là, encore une fois, c'est plus personnel à moi. Mais moi, l'alimentation, je trouve ça super important. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Fait que, comment tu vois ça, l'alimentation? C'est quoi les genres de collations que tu sors le matin et l'après-midi? Vous avez le droit de le poser. Puis je pense pas que c'est un critère assez fort pour bannir une installation ou une garderie, là, votre milieu de final. Sauf que c'est questionnable. Fait que, on passe au prochain. Une autre question qui est revenue souvent, c'est de savoir comment moi, comme parent, je peux faire pour aider mon enfant à le préparer à son intégration à la garderie. Et là, la seule affaire que vous allez devoir retenir absolument de ce que je vais vous dire, c'est sûr que c'est sous-estimé, mais c'est la communication. Parlez-leur à vos bébés. Dites-leur d'avance. Intégrez le nom de l'éducatrice longtemps d'avance. Bientôt, tu vas aller jouer avec tes amis. Marie-Lou. Tu sais, mettez-le, parlez-leur. Je pense que naturellement, puis c'est quelque chose qui n'est pas évaluable, qui n'est pas perceptible à l'œil clairement. Sauf que dans leur environnement direct, vous allez mettre des mots qui vont être entendus puis qui vont être intégrés ultimement. Puis je pense que ça va naturellement faciliter la transition vers l'intégration. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de vous rendre service à vous et à votre enfant et c'est de travailler pour intégrer la routine de la garderie avant qu'il la commence. Parce que c'est normal que votre enfant pleure les premières journées, c'est déstabilisant, c'est un nouvel environnement, c'est tout. Sauf que une routine, que les enfants aient 1 an ou 12 ans ou 13 ans ou 6 ans ou 8 ans ou même moi à 28 ans, une routine, c'est rassurant. Une routine, c'est encadrant. Donc, je vais vous donner un exemple d'un horaire typique de garderie. Puis là, encore une fois, c'est super variable, OK? Quand les enfants arrivent vers 7h30, 8h, ils jouent, ils s'amusent. Vers 9h, 9h15, la collation est prise. Puis souvent, quand il y a des poupons, la collation, c'est vraiment plus vers 9h parce qu'on s'attend, en tout cas, quand ils sont fatigués, c'est souvent entre 9h30 et 10h15 que la sieste va se faire. Fait que
là, encore une fois, je vous dis, les filles, puis je le sais, quand c'est notre premier, on est porté à tout faire au pied de la lettre. Je vous donne une idée. Vous y allez comme bon vous semble. Si votre enfant est fatigué avant, vous le couchez puis c'est correct. Sauf qu'on parle d'environ 45 minutes de sieste le matin maximum pour que par la suite on se réveille, on va prendre la marche, on joue dehors. Puis ça se peut que les enfants dorment dans les traîneaux dehors aussi parce que l'hiver, on sort. Fait que n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans sa couchette pour faire sa sieste tout le temps non plus. Là. Vous pouvez varier vos approches. On sort dehors, les dîners sont servis entre 11h15 et midi. C'est selon votre milieu, pour que par la suite, la sieste se fasse généralement entre 12h45 et 3h15. Là, je vous ai étiré le gap, mais on parle souvent d'un 2 heures de repos dans ces heures-là, pour qu'après ça, on se réveille, puis on continue ainsi. Fait que, de donner à votre enfant la routine de la sieste, de l'aider à ça, c'est vraiment un gros plus pour faciliter l'intégration. Et puis là, je sais que c'est crève-cœur pour beaucoup de mamans, mais de les amener à être autonomes dans leur sommeil aussi, c'est de leur donner un bon coup de main. Parce qu'il n'y a pas une éducatrice qui aime ça, un bébé qui pleure, puis tout ça. Sauf que c'est pas vrai qu'on a tout le temps de les prendre dans nos bras. Écoutez, moi, quand j'ai ouvert mon milieu il y a 5 ans, j'avais 5 poupons, puis je les endormais un après l'autre, puis genre, si j'avais pas arrêté, là, je me serais tuée au travail, là. C'est pas réaliste. Puis non, c'est pas parce qu'on les laisse nécessairement pleurer. On va rassurer, on va les voir. Sauf que moi, je me mets dans la peau de votre bébé qui est habitué d'être toujours dans vos bras pour s'endormir. C'est sûr que cette émotion-là est pas le fun. Puis c'est ça qui est crève-cœur. Mais vous, comme parents, vous avez le pouvoir de les aider à être autonomes au sommeil. Puis je pense que c'est un beau cadeau à leur faire. Puis ça va les sécuriser. Puis c'est comme quand on parle du bien-être des enfants, mais ça passe par ça, d'être bien seul, puis d'être bien capable de s'endormir seul. C'est vraiment un beau cadeau à vous faire et à leur faire. À partir de là, le soir, qu'est-ce que je veux dire, quand ils sont chez vous, ça vous appartient, mais moi, ce que je vous dis, c'est vraiment comme parent, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, aussi, c'est naturel que vous fassiez les tests d'allergie, vous fassiez goûter le plus d'aliments possible. Les purées, certaines éducatrices les fournissent. Personnellement, non. Moi, je m'attends à ce que les enfants, quand ils arrivent à la garderie, là, vers 10-11 mois, là, la nourriture soit entamée. Si vous y allez pour la DME, pas de problème. Avisez vos éducatrices parce que c'est pas toutes les éducatrices qui sont à l'aise avec cette façon de faire-là. Puis j'imagine que c'est pas quelque chose qui va les arrêter, mais encore une fois, avec la relation de confiance et la communication entre vous deux, tant que c'est clair puis c'est expliqué, c'est très réalisable. Puis à la limite, c'est tellement le fun pour les enfants qui apprennent à manger comme des grands rapidement que je vois pas d'inconvénient pour personne. Donc, je pense que c'est les conseils que je pourrais vous donner. Sinon, si vous avez un enfant qui est plus vieux, c'est vraiment l'autonomie. Puis d'exprimer un besoin. Si vous faites une intégration pour un enfant de 3 ans, ça se pourrait, là. Ben, tu sais, encore une fois, c'est d'intégrer le prénom de la prochaine éducatrice à l'avance, préparez votre enfant, tu t'en vas t'amuser. Puis tu sais, je sais que il y a des enfants qui sont plus fragiles, puis l'approche que certains parents vont utiliser, c'est de dire « Hey, c'est juste 2 jours puis c'est fini ». Je suis pas full d'accord avec cette approche-là parce que c'est pas un mal à passer à la garderie, c'est normal, c'est le fun, tu t'en vas t'amuser, t'es chanceux d'avoir des amis. Je pense que c'est une approche, puis je sais pas s'il y a des éducatrices qui vont m'écouter, là, mais il y en a pas une qui aime ça être vue comme un mal à passer. Il reste juste 2 jours, puis après ça, c'est fini la garderie. Il reste juste 2 jours, puis on est en vacances. Yes! Il reste juste 2 jours de garderie, lâche pas. C'est plate un peu pour les éducatrices. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, on leur parle, puis si vous êtes en confiance, naturellement, vos enfants vont être en confiance plus rapidement. Donc, avant de terminer, j'avais envie de répondre à quelques questions en rafale pour lesquelles les réponses sont plus courtes. Donc, une question qui est revenue souvent, c'est combien de temps on doit prévoir pour une intégration? C'est super variable selon votre enfant, selon votre éducatrice. Par expérience, une intégration qui est trop longue, c'est pas plus efficace, puis une qui est trop rapide non plus. Donc moi, perso, et je parle que pour moi, je me laisse environ une semaine là, de comme 2 demi-journées. Après ça, on fait une journée avec le dîner, puis une journée entière, puis après ça, on commence à temps plein. Suite à ça, comme je vous dis, c'est personnel à chacun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on fait l'intégration à temps partiel qu'une fois que le temps plein commencé, c'est réglé, c'est facile. Ça peut prendre jusqu'à 6 semaines là, pour un poupon de s'intégrer dans un milieu puis d'établir ses repères. Donc, il faut se laisser du temps. Puis, je vous l'ai dit, je le répète, c'est normal que votre enfant soit émotif puis que vous le soyez vous également. Mais si vous avez confiance en votre éducatrice, laissez-vous porter puis acceptez les émotions qui viennent puis apprenez à les gérer. Vous êtes capable de toute façon. Si vous avez confiance en votre milieu, ça va bien aller, c'est sûr et certain.
Une autre question qu'on m'a posée, c'est comment on peut faire pour préparer un grand frère ou une grande sœur à l'arrivée d'un second enfant dans la garderie. Je l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est vraiment de leur parler. Communiquer avec eux, préparez-les. Si vous sentez qu'ils ont besoin d'être responsabilisés pour être bien avec ça, bien, parlez-en avec votre éducatrice. Puis si au contraire, il y a comme une plus grosse bulle, bien, laissez-y du lousse. Mettez-y pas la pression d'avoir à prendre en charge, de protéger, de jouer avec son bébé frère ou bébé sœur. C'est pas à eux que ça revient non plus. Donc, c'est vraiment adaptable selon votre enfant. Puis le dernier point que je vais soulever avec vous aujourd'hui, c'est que le meilleur moyen que ça se passe bien dans l'intégration, au fil des jours avec votre éducatrice, c'est vraiment que le respect soit au cœur de tous vos échanges. Parce que vos éducatrices travaillent fort, ils travaillent beaucoup d'heures, puis le respect de votre contrat, c'est vraiment quelque chose qui est important. On n'aime pas ça, courir après des sous. On n'aime pas ça, vous dire que vous êtes en retard parce qu'on a un rendez-vous après, on a une autre vie après ça, tu sais. On n'aime pas ça, des rappels, là, tu sais. C'est un travail de tous les jours, puis c'est déjà super exigeant de s'occuper des enfants. S'il faut en plus prendre en charge une partie qui revient aux parents, c'est pas vraiment le fun. Fait que là, encore une fois, c'est personnel, mais je pense que c'est partagé. Donc, le respect soit au cœur de vos échanges, au cœur de la communication, au cœur de ce qui est verbal et de ce qui l'est pas également. C'est super important. C'est ce qui conclut la capsule pour aujourd'hui. Donc, je suis consciente que j'ai dit encore une fois beaucoup de choses. J'espère toutefois que vous avez réussi à vous rassurer un peu à travers tout ça. Il y en a plein des bons milieux. Puis, faites-vous confiance comme parents, faites confiance à votre bébé, puis ouvrez-vous à toutes les possibilités qui sont devant vous pour faire le bon choix. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez jamais à m'écrire. J'adore quand vous me posez des questions, puis si j'ai pas la réponse, je vais la chercher pour vous. J'en mange, ok? Fait que ça me fait plaisir. Puis, restez pas seul avec vos questionnements. C'est normal que ce soit anxiogène puis que c'est comme un peu l'inconnu pour vous, surtout si vous êtes une nouvelle maman. Entourez-vous, vous n'êtes pas seul. Puis, donnez-vous la chance de visiter plein de milieux si c'est possible parce que le contexte est tellement ordinaire. Mais pour établir c'est quoi vos préférences à vous finalement. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée puis je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt.